Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que la chaîne Hack-Size existe. Du coup, pour fêter ça, je me suis dit je vais repartir sur la série sur laquelle j'étais parti au départ, les DC. Et donc, on a comme cible aujourd'hui la DC7. Et j'en profite aussi pour dire que je vais baisser un peu la fréquence des vidéos, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une par semaine, je vais plutôt passer à une toutes les 2 semaines, puisque j'ai un planning un peu trop chargé pour réussir à tenir le rythme d'une par semaine. Alors, donc sur cette machine, donc je rappelle, hein, c'est une machine issue de, comme c'est écrit ici d'ailleurs, des machines VulnHub qui a été récupérée par Root.me pour ne pas s'embêter à l'installer sur sa machine mais à l'attaquer depuis internet. Donc là je suis sur la salle 12, donc la cible est ctf12.rootme.org. Donc première chose à faire, un scan and map que j'ai déjà fait en amont pour gagner du temps, même si du coup c'était pas la même salle, mais si je refais sur ctf12 on aura le même résultat. Et on voit qu'on a 2 ports ouverts, SSH et HTTP. Donc premier réflexe, c'est de taper en HTTP la cible. Et on voit que c'est une cible sur Drupal. Et du coup j'ai bien aimé moi cette machine à l'époque, hein. Bon elle est assez ancienne, puisque c'était la première machine à ma connaissance qui parlait de ce qu'on va appeler de ce dont on a déjà parlé sur Hack-Size, l'OSINT, l'OS Intelligence, et donc du coup il nous donne un indice en disant, le créateur de la machine, en disant que il faut penser outside the box. Et ici en fait, bon c'est relativement simple aujourd'hui, il y a pas mal de challenges de CTF et autres où il y a ça, mais je trouve important de le rappeler, puisque souvent sur les cibles, que ce soit Hack the Box ou Root.me, on a tendance à scanner, etc. et à pas penser que dans la vraie vie, quand on fait un test d'intrusion, on va aussi chercher tout ce qui est source ouverte sur internet pour voir s'il n'y a pas des informations intéressantes qui peuvent nous aider. Et ici en fait c'est le DC7 user qui est intéressant, puisque si je cherche sur GitHub DC7 user, je vais tomber sur son profil GitHub donc, et il a une repository accessible. Et donc toute cette phase d'énumération, de chercher sur les sources ouvertes ce qu'on pourrait trouver d'intéressant, donc c'est ce qu'on appelle l'OSINT. On en a déjà parlé sur des précédentes vidéos, je vous laisserai chercher, quoi que je peux le faire là, vu que je l'ai ouvert la chaîne. Si on tape OSINT, alors on en avait parlé sur ce challenge de CTF. Et du coup, autant en profiter pour parler de la hackeuse de la semaine, qui s'appelle Nicole Beckwith, et qui est donc une spécialiste en OSINT, qui a fait un podcast intéressant récemment, c'était le 8 mars, pour la journée internationale des droits de la femme, et qui donc parle de l'application concrète, hein, de l'OSINT dans la vraie vie, et ici c'était sur une investigation concernant le milieu de la prostitution. Donc je vous conseille ce podcast en anglais évidemment, puisque elle n'est pas française. Voilà pour la hackeuse de la semaine, qui sert aussi de miniature sur la vidéo, hein, je rappelle. Et continuons donc d'investiguer ce site GitHub DC7 user, où il y a un fichier qui saute aux yeux pour les habitués. C'est le fichier config.php, qui contient donc, comme son nom l'indique, la configuration de PHP. Et ici on voit que ça contient donc un login mot de passe pour se connecter à la base de données. Et potentiellement, on a l'habitude sur Hack-Size, potentiellement ce mot de passe est réutilisé. Donc testons de le réutiliser sur la cible, faisant en SSH CTF12, j'ai dit CTF12.
Donc je copie-colle le mot de passe qui est assez imbitable à taper au clavier. Et ça passe. Donc très mauvaise pratique de stocker son mot de passe en clair sur GitHub et en plus de le réutiliser sur un utilisateur SSH. Et donc on a déjà la main sur la box en tant que DC7 user qui a accès à pas mal de groupes. Et ici donc l'énumération est un peu plus longue, mais bon, comme d'habitude je prends, comme j'ai déjà fait la machine, je vous montre au plus vite ce qu'il faut trouver. Et là ce qu'il faut trouver c'est tout bêtement le fichier mbox qui est présent dans la racine de DC7 user, qui nous indique qu'il y a une tâche planifiée qui tourne, une tâche planifiée qui lance le script backups.sh qui est dans opt-script. Et ce qui est intéressant pour nous plus tard, c'est de voir que c'est une tâche qui s'exécute toutes les 15 minutes. Donc si on veut en profiter, on va devoir attendre 15 minutes. Mais pour en profiter, la première chose à faire, c'est de regarder ce fichier. Donc le contenu, si on a accès, donc on voit que c'est un backup qui est exécuté tous les quarts d'heure et qui envoie ça, d'ailleurs on doit avoir le backup, voilà, dans le répertoire backup ici. Et ce qui est intéressant dans ce fichier script, c'est cette ligne là, drush, parce que drush, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en gros ça veut dire Drupal Shell, et donc c'est un outil CLI pour communiquer avec le CMS Drupal en ligne de commande. La deuxième chose à regarder, c'est les droits sur ce fichier, et on voit que le root et le www-data peut écrire dans ce fichier. Donc nous à l'heure actuelle on peut pas. Si je fais par exemple tac tac ça et je mets de toute façon j'ai même pas le temps de mettre, il me dit bien que j'ai pas les droits d'accès puisque moi je suis DC7 user et c'est root et www-data qui ont accès en écriture là-dessus. Du coup la question qui se pose, c'est comment faire pour avoir les droits de www-data. Et là, on a, là c'est un peu plus galère. Mais l'indice c'était le drush qu'on a vu, Drupal Shell, qu'on a vu dans le script, puisque vu qu'il y a ce Drupal Shell, potentiellement, je peux changer le mot de passe administrateur de Drupal avec ce drush. Donc allons-y. La commande c'est drush user password admin password égale, et je vais mettre lisbeth. Donc là il me dit error, je ne suis pas dans le bon endroit. Donc ok, allons dans le bon endroit. C'est en gros là où il y a le site web. Donc là c'est sur cette machine, c'est dans le répertoire par défaut. Ici on voit qu'on a effectivement le web.config et le répertoire, enfin le fichier PHP index. Et donc si je refais la commande ici, là c'est mieux, on a pu changer le mot de passe admin de Drupal. Donc en théorie je peux me connecter sur le serveur en tant que administrateur. Testons de ce pas. Donc lisbeth, le mot de passe j'ai mis. Et ça passe, je suis connecté en tant qu'admin sur ce CMS Drupal. Donc évidemment, quand on a accès en tant qu'admin sur un CMS, ce qu'on a envie de faire, c'est, surtout un CMS en PHP, c'est d'écrire un fichier PHP, un reverse shell PHP même, qui nous permettra donc d'avoir un shell sur la cible. Et là, pour cela, c'est pas si simple sur cette cible, puisque
Enfin pas si simple, disons qu'on n'a pas le module qui permet de faire ça directement. Mais si on va dans Manage, Extend, List ici, on voit donc qu'il y a un certain nombre de modules installés. Et donc nous, vu qu'on est admin, s'il y a un module qui nous intéresse mais qui n'est pas installé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on l'installe. Tout simplement. Du coup, pour l'installer, il y a un bouton qui s'appelle Install New Module. Et là j'ai le choix entre aller taper une URL ou taper en local. Donc j'ai déjà récupéré le fichier en local, mais pour info, je vous mets où je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé ici. Donc un projet, une extension de Drupal PHP qui permet donc de mettre des pages en PHP. Et donc quand on le télécharge, on a un fichier qui voilà, qui s'appelle php 81x targz, celui-là. Donc je vais l'uploader. Challenge, on est sur route.me, DC7, voilà, celui-là, installe. Super. Donc maintenant qu'il est installé, eh ben on va aller l'activer, puisque par défaut il n'est pas activé. Et donc pour cela, il faut aller dans le filtre de mémoire. Ici, si je tape PHP, voilà, il est là. Donc je le coche et je l'installe. Pour moi c'était déjà installé, mais peut-être que c'était juste uploadé. Voilà, et là il est activé. Donc là je vais pouvoir créer une nouvelle note page, un nouveau contenu. Du coup, pour faire ça, ici je fais Add Content. On va faire une basic page. Et c'est ici où maintenant, grâce au module qu'on a installé sur Drupal, je peux mettre du PHP code. Donc on va l'appeler Salander Rocks. Et donc dans ce PHP code, je vais coller un reverse shell. Donc on va avoir besoin, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait un reverse shell, d'avoir un port en écoute sur lequel va se connecter depuis la machine attaquée vers la machine attaquante le reverse shell. Donc ici on va utiliser le 43077. Et ma foi, je pense qu'on n'a rien besoin d'autre. Donc le reverse shell que j'ai pris, comme il contient mon adresse IP publique, je vais donc pas vous afficher le contenu. Et je vais donc faire aussi une pause dans la vidéo, le temps de copier-coller et de faire save. Après, je me suis pas fait un propre reverse shell, hein. Comme d'habitude j'utilise celui-là de Pentest Monkey, dont on a parlé plusieurs fois sur Acksize. Voilà, donc là j'ai collé le code de Pentest Monkey avec la bonne adresse IP publique. Donc je fais save. Ah, moi j'aurais bien pu faire preview en fait. Bon, en fait, dans les deux cas ça marche. On voit ici qu'une fenêtre a popé, enfin qu'un shell a popé, pardon, sur notre cible. Et le shell a popé en tant que www-data, puisque Drupal tourne avec les droits de www-data. Du coup, maintenant qu'on a les droits www-data, on va pouvoir écrire dans le fameux fichier qu'on a vu ici, le backup.sh. Alors, avant de le faire, parce que la question c'est maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais écrire dans le fichier backup.sh. Bah là l'idée ça va être, comme souvent, hein, le mieux c'est d'avoir un reverse shell. Du coup ce qu'on peut faire c'est générer un reverse shell avec un cmd unix reverse netcat, tout simplement. Lhost, ici il faudra mettre votre IP public.
Donc là je mets une IP au pif qui n'est pas publique, mais c'est pas le... c'est parce que vous allez mettre vous, et ici un port, on va utiliser le 4378. Et ma foi, ça me paraît pas mal. Et il va nous pondre normalement un reverse shell en une seule ligne, en bash. Voilà, je vais mettre en grand pour qu'on le voit mieux. Et du coup, moi je vais faire cette ligne là, mais je vais juste remplacer la fausse IP que j'ai mise ici par mon IP public. Et je vais l'écrire... je vais lancer un mousepad. Je vais l'écrire dans le fichier backup.sh. Alors pour l'écrire, on a plusieurs solutions. Le plus simple quand même, c'est de faire un echo cette ligne là qu'on écrit à la fin de ce fichier. Donc là, on devrait être pas mal. Et donc je vais être obligé de faire une nouvelle pause dans la vidéo puisque je n'ai pas envie de vous montrer mon adresse IP publique. Une fois que ça c'est fait, bah il faut attendre un quart d'heure, c'est ça qui est chiant. Du coup si je fais un date, je vois qu'il est sur cette machine 1h36 dans je ne sais pas quelle tranche horaire. Et du coup, bon, j'ai bien mis mon listener en écoute prêt à recevoir ce reverse shell, qui devrait donc être en route, puisque la tâche planifiée est en route. Et donc, si on retourne sur le fameux Mbox, on voit que c'est tous les quarts d'heure pile poil, c'est-à-dire à 0, 15, 30, 45. Donc là on est bon pour attendre 9 minutes. Et comme évidemment je vais pas vous faire attendre 9 minutes à rien faire, je vais faire une pause dans la vidéo. Je vais aussi en profiter en attendant pour vous parler un peu de MKFIFO. Puisque ça par contre je crois que c'est la première fois qu'on utilise cette commande sur Acksize. Donc en fait ça MKFIFO c'est pour créer des tubes nommés. Et du coup là comment sur Reverse Shell comment ça fonctionne, et bien du coup le netcat donc va taper l'adresse IP attaquante en envoyant ce pipe nommé, donc tout est fichier sur Linux hein, donc c'est un fichier et en envoyant vers 0 puisque 0 c'est l'output. Et en plus de ça on a donc un bin SH qui est avec un pipe balancé sur l'input et dans cet input on met aussi l'erreur, donc le 0 c'est l'output, le 1 c'est l'input et le 2 c'est l'erreur, la sortie standard erreur. Et donc du coup on va récupérer dans ce netcat à la fois le canal erreur et le canal standard. Et à la fin, bah, quand le reverse shell sera fermé, on supprimera le fichier pour ne pas laisser de traces. Voilà, donc ça, bon là on l'a généré avec MSF Venom, mais sinon c'est un reverse shell que vous pouvez trouver sur Pentest Monkey ou sur différentes... c'est un reverse shell relativement connu quand même. Allez, on en a encore pour... quelques minutes, donc je vais refaire une pause, je pense, 41, encore 4 minutes. Et donc là il est 44, donc ça devrait pas tarder, on devrait pas tarder à récupérer notre reverse shell en tant que route. Et donc pour la partie Blue Team là, qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur sur cette machine? Bah donc comme on l'a dit, évidemment, bah, il faut éviter très fortement de mettre des mots de passe en clair sur GitHub. Donc ça c'était la première grosse erreur. Donc la réutilisation de mots de passe, grosse erreur aussi qu'on a l'habitude de remonter. Et enfin sur l'élévation de privilèges, bah donc là il faut limiter les droits d'écriture sur les scripts de tâches planifiées.
Donc il aurait fallu mettre des droits plus stricts en termes d'OS Linux, et si possible éviter de faire tourner une tâche planifiée en tant que route, puisque comme on vient de le voir apparaître, là la tâche planifiée s'est connectée à notre machine, et on est donc route sur notre cible. Donc on va pouvoir flaguer, puisque c'est un mot de passe qui change à chaque fois sur route.me, et qui se trouve dans /password. Donc on va pouvoir afficher le fameux flag pour dire qu'on a root la box. Bim, bim. Et voilà. Pour cette machine DC7 qui à l'époque où elle était sortie était assez novatrice, même si elle date un peu, donc aujourd'hui on a de nombreux challenges qui ressemblent à ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et du coup je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.